de commencer ce webinar. Tout d'abord, merci à vous tous de participer à ce webinar. Mon nom est Antoine Level, je suis cofondateur et président de Squadron System. Et ce premier webinar que nous lançons est dédié sur les drones autonomes d'intérieur et comment vous, en tant qu'industriel, vous pouvez augmenter votre efficacité opérationnelle grâce à ces drones d'intérieur autonomes. L'idée est de parcourir un certain nombre de cas d'usage sur l'utilisation de drones auxquels nous avons été confrontés, ou bien directement avec nos clients ou prospects, ou bien à travers des interactions avec d'autres acteurs du drone, de vous faire part un peu de ces cas d'usage pour vous stimuler et vous aider à réfléchir sur des cas d'usage industriels. Je vous présenterai brièvement les technologies et notre savoir-faire au sein de la société en fin de présentation. Et on aura l'occasion d'échanger par rapport à vos questions ou vos commentaires en fin de séance. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui sont inscrites, qui participent, des gens que je reconnais, des clients, des partenaires, des prospects, puis d'autres personnes qui sont nouvelles. Donc, bienvenue à tous. Pour pouvoir vous diffuser ensuite le lien du webinaire en replay, on a lancé un enregistrement de cette session aussi. Tout d'abord, un petit mot d'introduction sur qu'est-ce qu'un drone, histoire de fixer quelques définitions. Les drones sont des véhicules autonomes qui peuvent évoluer en milieu aérien, sur terre ou milieu marin. Et l'historique des drones remonte à déjà plusieurs dizaines d'années. Était d'abord utilisé dans le renseignement militaire. Donc le drone que vous voyez en haut à gauche est un drone de tactique de renseignement militaire. Parmi les drones français, il y a le plus récent et peut-être le plus connu, le drone Patroller qui est en train d'être développé par Safran. Mais les drones ont ensuite évolué vers différents types de machines. Donc le but de ce slide, c'est vous dire que les drones peuvent présenter des gabarits et des cas d'usage complètement différents. Vous voyez au milieu des drones qui sont plutôt à usage de loisirs, plus ou moins gros. Des drones qui sont utilisés par UPS pour du transport ou de la livraison, par Amazon Prime Air, des choses qu'on a entendues il y a quelques années. Et celui en bas à droite, c'est aussi un drone miniature, de la taille d'un moustique, qui est plutôt utilisé à des fins de renseignement. Bien évidemment, ces drones ont des performances différentes, des capacités différentes et des prix complètement différents. Et c'est une longue histoire, on pourra en parler en détail. Notre vision en tant que société, c'est que les drones ont évolué. On est passé de l'âge des jouets, je dirais, pour le drone des domaines grand public. On pilote un drone pour pouvoir s'amuser, qui peut être plus ou moins gros en fonction des performances qu'on attend, à l'âge de l'image. Donc on parle de drones prosumer, des drones qui vont permettre d'aller capturer de la vidéo, avec des performances de plus en plus poussées, avec des capacités d'assistance au pilotage de plus en plus poussées, et qui vont permettre d'être pilotés, de prendre des points de vue aériens sur différents éléments qu'on veut regarder. Et notre vision en tant que société, c'est que ces drones-là évoluent aujourd'hui sur un âge industriel. On va vraiment pousser la réflexion de l'utilisation du drone par rapport à un besoin métier identifié. Qu'on va considérer le drone comme un outil industriel. Et pour nous, un outil industriel doit être simple d'utilisation et doit être intelligent et automatique dans la manière dont il va réaliser les missions pour lesquelles il a été conçu, et donc facile d'utilisation. Un drone peut être utilisé pour différentes choses. Il peut être utilisé pour de la collecte de données, pour du transport ou pour ce qu'on appelle de l'action aérienne. Et c'est un peu là-dessus qu'on va détailler les différents cas d'usage. Qu'est-ce qu'un drone? Un drone est un élément, c'est une machine aéronautique qui va être composée de plusieurs éléments. Il va être composé tout d'abord d'une structure mécanique, d'une électronique de base. Et il y a toujours un point d'équilibre à trouver entre la taille de la machine, l'autonomie de vol en tant que durée de vol et la charge utile à emporter. Ce drone-là va pouvoir emporter un certain nombre de capteurs
des capteurs qui vont être utilisés à la fois pour l'assistance à la navigation, pour pouvoir aider à se repérer dans l'espace et à naviguer de manière autonome, mais aussi des capteurs métiers qui vont être nécessaires par rapport à des besoins spécifiques métiers, et on viendra là-dessus. Une couche de logiciel embarqué qui va permettre de fusionner les données des différents capteurs et de faire en sorte que le drone puisse maintenir sa stabilité en air et réaliser sa mission. Une couche de communication pour pouvoir interagir avec une station de contrôle au sol, une interface utilisateur et in fine, tout cela se déverse dans une application métier qui est utilisée par l'industriel qui va être, lui, intéressé par l'usage final du drone. De la même manière, quand on parle de drones autonomes, on a de plus en plus de choses qui apparaissent dans le marché. Tous les drones aujourd'hui dans le marché sont autonomes. Par contre, on a différents degrés d'automatisation ou d'autonomie dans le vol du drone. Du plus faible, c'est-à-dire qu'on a toujours un télépilote qui est aux commandes et le drone va contrôler, par exemple, sa stabilité de vol. Donc, ça va être de l'assistance au pilotage partiel. Le drone va pouvoir aller sur des positions GPS qu'on lui donne, ou on peut aller vraiment sur une autonomie totale où le drone, à travers ses capteurs, sera capable de percevoir l'environnement, sera capable de percevoir des changements dans son environnement et de décider de lui-même ses fonctions d'autonomie, ses fonctions de trajectoire en fonction des évolutions et de l'environnement. Nous reviendrons sur ces éléments aussi. Mais voilà, aujourd'hui, le but, c'est de parler de drones autonomes et de drones autonomes en intérieur. La grande distinction qu'on fait entre le drone extérieur et le drone intérieur, c'est qu'on va s'intéresser pour le drone intérieur plutôt à des cas d'usage industriels, et c'est le but du webinaire aujourd'hui. Et il y a un élément qui va distinguer le drone intérieur du drone extérieur, c'est notamment l'aspect réglementaire. Alors, cela dépend des pays, c'est en train d'être harmonisé au niveau européen, mais en France, en tout cas, le vol de drone en environnement intérieur n'est pas réglementé par l'aviation civile, par la Direction générale de l'aviation civile, comme ça l'est dans l'environnement extérieur. Mais néanmoins, on va s'attacher à regarder de manière très précise et très détaillée tout ce qui est sécurité, sécurité des personnes et sécurité des biens aux alentours de l'évolution du drone. On va, pour la suite de la présentation, détailler les cas d'utilisation en fonction des trois grands types d'actions que peut réaliser un drone. Tout d'abord, sur la collecte de données. Donc sur de l'inspection intérieure, un drone donc, peut être équipé de différents types de capteurs. Des capteurs qui peuvent être, pour les plus classiques, une caméra HD embarquée dans le drone, qui peut être une caméra infrarouge pour aller voir des points chauds par exemple, mais ça peut être aussi des capteurs de température, ça peut être des capteurs de qualité d'air, ça peut être tout type de capteur que vous pouvez imaginer. En fait, il faut voir le drone comme une plateforme volante vous permettant d'accéder à n'importe quel point d'espace autour de vous assez rapidement et très facilement, sur lequel on peut venir y intégrer un capteur métier qui, lui, aura une fonction dédiée par rapport au métier. L'un des exemples que je vous montre ici, c'est une inspection de tunnel pour des opérations de maintenance. Donc, un tunnel de la RATP, par exemple, dans le métro parisien, a besoin d'être inspecté régulièrement pour s'assurer que tout est en état de fonctionner. Aujourd'hui, l'inspection se fait par deux personnes qui marchent au sol pendant que le service est interrompu, bien sûr. Et on a déjà discuté de cas d'utilisation. On peut remplacer cette activité manuelle par une activité qui serait automatisée à l'aide de drones, qui permettrait d'être plus rapide, qui permettrait aussi de pouvoir digitaliser ces inspections, c'est-à-dire d'obtenir des archives numériques des inspections, d'avoir un traitement de données lié à ces inspections, et aussi d'avoir un gain de sécurité, puisque cette fois-ci, c'est une machine qui va réaliser l'inspection et non plus des personnes. Vous avez sur la photo du dessous un exemple d'un drone qui est celui d'une société suisse qui s'appelle Fiability, le Helios 1, qui se pilote manuellement. Le pilotage manuel d'un tel drone va être compliqué à tenir dans le temps parce que c'est très difficile de piloter un drone en hauteur et c'est fatigant à la fois aussi pour le télépilote. Et on a de temps en temps des espaces qui sont très très restreints sur lesquels la précision et l'expertise en pilotage requise est très très forte.
Sur les autres cas d'utilisation en inspection intérieure, on peut nommer des silos ou des cheminées sur des raffineries de pétrole, par exemple, où l'utilisation de drones va permettre, par exemple, de diminuer le temps d'interruption. Aujourd'hui, une cheminée sur une raffinerie de pétrole, quand vous devez l'inspecter parce que vous suspectez une anomalie, il faut l'éteindre, il faut attendre qu'elle refroidisse, et à ce moment-là, il faut pouvoir monter des personnes pour réaliser du travail en hauteur. Le drone a cet intérêt qu'il peut aller réaliser l'inspection même si la cheminée est encore chaude et on mobilise moins de ressources et moins de moyens humains pour pouvoir le réaliser. Toujours sur ces cas d'inspection intérieure, on va détailler quelques cas un peu plus particuliers. Le premier est celui de la maintenance visuelle d'un engin. Donc on montre ici un exemple d'inspection visuelle sur un avion. Mais on peut imaginer la même chose sur des camions. On a discuté de telles opportunités sur des camions, sur des trains, sur des machines qui sont en fin de ligne de production, des grosses machines sur lesquelles on voudrait avoir voilà, une inspection visuelle ou garder un historique de l'état de la machine avant l'envoi à un client. On voit ici que sur cet exemple, pour inspecter un avion, on a besoin de déployer un échafaudage, de mobiliser plusieurs personnes, des inspecteurs qui sont formés sur ce métier-là et qui vont réaliser cette inspection de manière manuelle pendant plusieurs heures. Un drone a cette capacité de pouvoir le faire de manière beaucoup plus réactive, en mobilisant moins de ressources, en faisant gagner de la sécurité, puisqu'on n'a pas de travail de hauteur, et surtout, encore une fois, en digitalisant ces inspections, c'est-à-dire en pouvant prendre des photos, archiver ces photos, et l'intérêt, c'est de pouvoir aussi traiter ces photos par des procédés d'intelligence artificielle, par exemple, par la suite, pour pouvoir automatiser un certain nombre d'éléments. Le drone que vous voyez ici sur la photo est un drone développé par une société qui est basée à Toulouse qui s'appelle Donnaclé. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment utilisées aujourd'hui en opération. Par contre, il y a un certain nombre de challenges aussi liés à l'utilisation de tels drones. Le premier, c'est la précision du vol. Quand on va vouloir faire de l'inspection sur des machines ou sur des engins, on va chercher à avoir une précision sur les éléments qu'on inspecte de l'ordre du centimètre ou en tout cas inférieur à 5 cm, puisqu'à partir du moment où on détecte un défaut, il faut pouvoir le localiser sur l'appareil et pouvoir y intervenir. Et le deuxième élément, c'est la capacité à automatiser le vol. Puisqu'ici, on va chercher à avoir une stabilité du vol pour assurer la qualité et garantir la qualité des données capturées. Et il y a tout un mécanisme de technologie à mettre en jeu pour pouvoir assurer ces stabilités de vol. Et le dernier point aussi, c'est préserver les personnes et les biens, notamment éviter qu'un drone qui serait en défaut vienne s'écraser sur l'appareil. Deuxième exemple d'inspection visuelle, cette fois-ci dans le cadre d'une infrastructure qui est une usine de recyclage de déchets. Ça, c'est basé sur un cas concret qu'on a eu l'occasion de discuter dans le passé. Vous avez typiquement sur une usine de déchets des tas de tapis convoyeurs avec beaucoup de moteurs qui vont permettre à ces tapis de rouler et des inspections de maintenance préventive qui sont faites régulièrement, plusieurs fois par semaine, pour vérifier que ces moteurs fonctionnent bien. C'est fait par du personnel qui n'est pas forcément qualifié, pas forcément motivé pour le faire. Et l'idée ici était de pouvoir automatiser cette tâche avec des drones et équipés de caméras infrarouges. Grâce aux caméras infrarouges, on peut tout de suite détecter une anomalie sur un moteur, parce qu'on va avoir un échauffement qui est anormal. Et le but étant de prévenir ces pannes de moteur, car s'il y a une panne de moteur, ça veut dire que l'usine ne peut plus traiter les déchets. On a 2 tonnes de déchets qui s'accumulent en amont, qui ne peuvent pas être traités. Donc ici, les bénéfices vont être l'automatisation et la digitalisation des inspections, la fiabilité de l'inspection et pouvoir prendre des actions préventives, proactives, pour éviter une panne sur le process industriel. Les challenges qu'on rencontre dans ce genre d'environnement, typiquement celui-là, c'est que c'est des environnements complexes. On a plusieurs niveaux.
typiquement 3 étages, des éléments qui vont obstruer l'espace de vol. Donc, il faut pouvoir jouer avec les différents obstacles, pouvoir déployer des technologies de localisation de manière à le faire correctement en garantissant à la fois la sécurité et la fiabilité du vol. Et typiquement, dans ce genre d'environnement, un vol piloté manuel est quasiment impossible, puisqu'il faut avoir le contact visuel avec le drone pour pouvoir le piloter, ce qui est pas une chose aisée dans ce type d'environnement. Le dernier cas d'inspection qu'on voulait vous présenter aujourd'hui est celui de l'inventaire logistique. Donc, on a quelques personnes de la société Hardis qui sont présentes sur le webinaire. Donc, la solution qu'on présente ici, c'est typiquement une opération d'inventaire qui peut être sur des besoins annuels, fiscaux, de réaliser un inventaire des stocks, qui peut être sur des besoins de taux de conformité en amont de chaîne de production, qui se fait en général avec 2 personnes qui sont sur une nacelle et qui travaillent en hauteur et qui vont inspecter chaque alvéole logistique avec une durée moyenne de 1 minute par alvéole. Aujourd'hui, le groupe Hardis a inventé une solution qui est le drone inventaire IC, que vous voyez en photo ici, qui permet de réaliser cette même opération en 6 à 10 fois moins de temps. Donc, on va prendre une moyenne de 6 à 10 secondes par alvéole, par emplacement logistique. On va assurer la sécurité des personnes, puisqu'on n'a plus de travail en hauteur. On va travailler sur la propreté du stock, la propreté de l'inventaire, sur une amélioration du taux de conformité de l'inventaire, ce qui va se traduire in fine par des bénéfices clients, une meilleure qualité client sur le service rendu ou une meilleure utilisation des chaînes de production. Ce qui se traduit aussi, et ça c'est les témoignages de certains des clients comme Volvo Trucks ou SNCF, sur un engagement des équipes et une motivation en interne à utiliser une solution innovante, et aussi bien sûr sur une réduction de temps et des moyens nécessaires, donc des gains financiers à la clé. Le challenge dans ce genre de cas d'utilisation est là aussi le fait que piloter un drone de manière manuelle lorsque vous avez des inventaires et des palettes qui sont situées à 10 mètres ou 12 mètres de haut est une opération très très difficile et très fatigante pour le télépilote. Donc ça ne peut pas se faire de manière pilotée dans le temps. Il faut forcément quelque chose d'autonome avec une précision d'autonomie de l'ordre de 10 cm. Je passe maintenant à une deuxième catégorie d'action que les drones autonomes en intérieur peuvent réaliser, qui sont des opérations de transport. Un drone peut porter des charges utiles qui sont plus ou moins grosses, et forcément, en fonction du volume et surtout du poids de la charge utile à transporter, le drone va être impacté dans son envergure et dans sa capacité à évoluer dans l'espace aérien. Mais on a déjà été confronté, on discute aujourd'hui sur des cas de transport de petites pièces, sur des chaînes industrielles par exemple. Il vous manque une pièce, et c'est le cas de la photo qui est en bas. C'est un concept de drone qui porte des pièces industrielles sur une chaîne de montage d'un constructeur automobile. Ça peut être du contrôle qualité. On a eu des demandes de pouvoir prélever des échantillons sur des chaînes de production pour faire du contrôle qualité et les acheminer sur un laboratoire de qualité qui peut être distant. Ça peut être aussi de transporter des charges documentaires quand il y a beaucoup de flux ou des documents prioritaires qui doivent être acheminés, sur lesquels les moyens de navette ou de communication sont un peu difficiles à mettre en œuvre ou ne sont pas assez réactifs. Donc on voit ici à la fois des gains de temps sur la réduction des interruptions sur les chaînes de production, des gains sur la réactivité pour acheminer quelque chose. Et souvent, ces environnements industriels sont très encombrés au sol. On a un espace au sol qui est saturé, sur lequel, nous, notre première action, c'est de dire on pourrait mettre un robot autonome terrestre pour effectuer ce type d'opération. Mais il se trouve que le sol est tellement saturé de machines-outils, de personnel, de circulation de robots déjà, qu'y insérer un nouveau robot est trop compliqué. C'est pour ça qu'on regarde de plus en plus l'utilisation de l'espace aérien pour ça. Là, les challenges rencontrés sont bien sûr le fait que ce sont des environnements complexes et qui sont plutôt uniques.
Les solutions qui sont parfois utilisées, c'est de pouvoir déployer des tuyaux pneumatiques sur lesquels on va pouvoir envoyer des pièces. L'inconvénient de ces tuyaux, c'est que ce sont des infrastructures fixes qui ne peuvent pas évoluer dans le temps en fonction de comment va évoluer l'usine. Le drone va permettre cette évolution. Le deuxième élément important, c'est la sécurité personne et la sécurité des biens. Et le troisième élément, en fonction du cas d'usage, c'est de pouvoir bien cerner les technologies ou le mix de technologies de localisation pour pouvoir assurer le vol autonome du drone dans ces environnements. Quand on parle de transport, on a voulu pousser l'idée et les réflexions un peu plus loin. Donc, je vous montre ici deux cas d'usage qui viennent plutôt du monde extérieur, du monde drone extérieur, qu'on pourrait réappliquer sur le drone intérieur. Le premier, c'est de la sécurité ou de la lutte contre les incendies, donc des boules anti-feu qu'un drone peut lâcher sur un incendie, qu'on pourrait très bien utiliser sur des usines dans lesquelles vous avez de la matière dangereuse, par exemple, ou des trousses de premiers secours, des choses comme ça qui peuvent être larguées par les drones. Donc là aussi, le bénéfice du drone, c'est de pouvoir intervenir plus rapidement, de mettre en sécurité les personnes, puisque c'est le drone qui va intervenir, non pas une personne qui va intervenir dans un premier temps. Et utiliser l'espace aérien là où parfois l'espace au sol peut être encombré, notamment lorsque c'est un accident ou un dégât comme ça. Les complexités sont encore une fois liées à l'environnement qui peut être très très complexe. Je passe maintenant sur la dernière partie du type d'action, sur les actions. Alors c'est quelque chose auquel on pense beaucoup moins sur le drone, mais le drone peut être aussi actionneur, alors avec plusieurs niveaux d'action. Des cas d'usage concrets qu'on a rencontrés aujourd'hui, c'est de la signalisation. Vous avez un incident où vous avez une opération de maintenance sur une voie ferrée qui va être effectuée. Bah, il y a besoin de signaler l'incident ou signaler cette opération pour que les utilisateurs ou les usagers du réseau soient avertis en amont et puissent prendre leurs précautions lorsqu'ils arrivent proche de l'incident. Donc ça peut être un drone équipé d'un gyrophare ou d'un certain nombre de LED pour pouvoir prévenir. Ça peut être un drone équipé d'un haut-parleur pour donner des avertissements sonores ou pour guider les personnes par rapport à des éléments de sécurité. Ça peut être aussi des essaims de drones équipés de capteurs spécifiques qui vont permettre de donner des signaux visuels de couleurs différentes en fonction de l'environnement et de la qualité de l'air. Un exemple très concret qu'on a pu discuter avec les sapeurs-pompiers de Paris sont les menaces NRBC, donc toutes ces menaces biologiques, nucléaires, radioactivité. On peut imaginer des essaims de drones équipés de capteurs qui sont capables de détecter lorsque l'environnement devient trop dangereux pour le personnel au sol, et du coup avoir des dispositifs lumineux de couleurs distinctes pour pouvoir faire une sorte de barrière virtuelle ou connaître où se trouve le danger. En termes d'action, un autre type d'action qu'on peut voir lorsqu'on pense travail en hauteur qui peut être dangereux, c'est des opérations de nettoyage. Ça peut être alors ce qu'on voit souvent dans le monde du drone extérieur sont des nettoyages de toiture. Dans le monde intérieur, vous avez souvent des aspects industriels où il y a beaucoup de poussière. Il faut pouvoir retirer cette poussière. Ou ici, vous avez un exemple dans un silo à grains. On va stocker des céréales où il faut pouvoir régulièrement faire des opérations de nettoyage pour éviter que ces parois, le grain collé sur ces parois viennent tomber sur les personnes en bas du silo. Et l'utilisation de drones est de plus en plus regardée pour ce type d'utilisation. Là aussi, on parle de sécurité des personnes, de capacité à être réactif lorsqu'on a besoin d'effectuer une opération de nettoyage, en mobilisant moins de moyens humains ou moins de moyens matériels, donc des gains financiers à la clé. Ce qu'on se rend compte par contre, c'est que piloter manuellement ces drones est compliqué. Difficile parce qu'on va piloter les drones à 10 ou 15 mètres de hauteur, ce qui est très contraignant pour le télépilote et surtout très fatigant. L'autre élément aussi, c'est que les charges utiles qu'on va emporter vont impacter le vol du drone, puisque si on imagine un système de souffleur ou un système d'aspirateur, bah, ça va impacter le dynamisme ou le comportement dynamique du drone lorsqu'on va le mettre en route. Un cas qui est apparu récemment dans l'actualité est celui de la lutte contre le Covid-19 et plus généralement de la désinfection en utilisant les drones.
Alors, vous voyez deux exemples, un drone équipé de LED ultraviolet dans la bande C, qui a la particularité de pouvoir effectivement désinfecter une zone donnée, ou un drone qui peut pulvériser un produit désinfectant. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir déployer un drone qui va faire une opération de manière autonome, qui sera peut-être plus réactif à déployer qu'une solution plus contraignante. Mais ces solutions aujourd'hui ont besoin d'être regardées de manière très très attentive. Et là, je fais une petite parenthèse. Souvent dans le drone, on a des concepts qui semblent séduisants. Et celui du drone qu'on voit en haut avec les lampes en ultraviolet est séduisant. Mais lorsqu'on regarde le cas d'usage et le retour économique, ça devient beaucoup moins intéressant. Euh, Désinfecter une zone par une lampe ultraviolet, il faut que cette lampe puisse chauffer cette zone-là, et le temps de chauffe va dépendre de la proximité de la lampe par rapport au sol. Donc un drone qui va évoluer à 1 mètre de hauteur va pouvoir typiquement couvrir une zone qui fait 2 mètres carrés au sol. Il faut que ce drone-là reste en vol stationnaire pendant 10 minutes, sachant qu'un drone a en moyenne une capacité de vol de l'ordre de 20 à 30 minutes. On voit que pour désinfecter une pièce qui fait 20 mètres carrés, il va nous falloir plusieurs batteries et plusieurs heures pour pouvoir désinfecter ce genre de pièces. Donc on voit aussi la limite de ce type de drone. Et c'est pour ça que lorsqu'on étudie les cas d'usage industriel, on va toujours se poser la question de savoir quelle est la valeur apportée par le drone, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent être mises en avant, et quel est le retour sur investissement qui peut être apporté par l'utilisation de drones. Enfin, si on se projette encore un petit peu plus, je prends deux autres cas d'usage qui viennent du monde du drone extérieur, mais on peut imaginer d'autres types d'actionneurs embarqués sur des drones intérieurs pour chercher les bénéfices de rapidité d'intervention dans un environnement intérieur, de réduction de temps ou de moyens nécessaires. Là, on va avoir des challenges qui sont certains, qui vont être l'expertise en pilotage manuel ou même l'expertise dans le degré d'asservissement et l'automatisation du vol en fonction de l'opération à réaliser. Et surtout, l'impact sur le vol de l'action de la charge utile. C'est-à-dire qu'on a souvent le concept du drone tournevis ou du drone qui vient remplacer une ampoule en haut d'une usine ou en hauteur. C'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'on va avoir une action mécanique et une force qui va intervenir sur le vol du drone, et ce sont des choses qui ne se font pas encore, mais sur lesquelles on aura plaisir à discuter s'il y a des cas d'usage comme ça qui arrivent. Voilà, en résumé, l'idée de ces quelques cas d'usage qu'on a parcourus était de vous présenter comment un drone autonome à l'intérieur peut vous aider à augmenter l'efficacité opérationnelle. Pour nous, il y a deux conditions. On s'attache tout d'abord à identifier un cas d'usage à fort potentiel d'optimisation. C'est-à-dire quand on a un cas avec des actions basiques et répétitives, lorsqu'il y a des risques pour les personnes, parce que ou bien c'est des matières dangereuses, des environnements dangereux, ou bien parce que c'est du travail en hauteur, lorsque la précision et la régularité dans le temps est nécessaire, et ben le drone peut apporter une vraie valeur ajoutée. Et le deuxième élément, c'est de pouvoir combiner l'expertise métier et l'expertise des drones. Et donc, c'est la complémentarité entre un industriel qui connaît très bien son métier et un bureau d'études comme celui de Squadron System qui peut apporter l'expertise drone, où on va s'attacher à comprendre le besoin métier, à comprendre comment le retour sur investissement peut être calculé, et à partir de là, à qualifier les capteurs, les actionneurs qu'on peut utiliser, à s'insérer, s'intégrer dans les opérations pour pouvoir s'immerger sur l'utilisation du drone, mener des expérimentations pour pouvoir l'améliorer par itération jusqu'au déploiement. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de drone autonome en intérieur, il y a tout un pan technologique qu'on va survoler aujourd'hui, mais le plus important est de pouvoir s'assurer qu'on sait se localiser pour autoriser la navigation en environnement intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies différentes qui existent pour pouvoir permettre au drone de percevoir son environnement, pour permettre au drone de se localiser dans son environnement et donc de naviguer de manière autonome d'un point A à un point B. On va avoir des capteurs individuels qui peuvent être des lidars, qui peuvent être des sonars, qui peuvent être des caméras de profondeur. On va avoir des infrastructures de localisation indoor.
Et on peut utiliser des choses un peu plus évoluées. Si on essaye de classer ces différentes technologies sur une échelle où on va regarder la facilité de déploiement versus la fiabilité ou la précision dans la localisation, on va se rendre compte que tout ce qui est capteur individuel va nous permettre d'avoir une localisation du drone de l'ordre de 15 à 30 cm. Les cas d'usage que je vous ai remontés un peu plus tôt font plutôt apparaître des besoins de localisation de l'ordre de 5 à 10 cm. Les infrastructures de localisation, lorsqu'on va vouloir déployer en fixe, sont très très coûteuses. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre de cas d'usage d'utilisation de drones intérieurs qui ne voient pas le jour parce que déployer une infrastructure n'est pas assez rentable et ne permet pas de justifier un retour économique pour l'industriel pour pouvoir utiliser les drones. C'est là où récemment Squadron Systems s'est inséré dans un consortium qui s'appelle Homelox, qui va viser à mutualiser une infrastructure de localisation pour plusieurs usages. Ça peut être pour de la sécurité, pour du tracking de work order, pour différents éléments, et utiliser cette infrastructure aussi pour la navigation de robots autonomes, dont les drones. Tout ça pour dire que si vous avez déjà une infrastructure de localisation existante pour d'autres types d'usages industriels, on peut l'utiliser et faire levier avec cette infrastructure pour utiliser des drones autonomes. Enfin, vous avez des capteurs tels que les lidars qui, eux, vont être très très précis, mais qui vont avoir des impacts en termes de coût sur la solution et en termes de poids sur la solution, même si cette technologie évolue beaucoup. Et enfin, au sein de Squadron System, on croit que c'est vraiment une fusion de ces différents capteurs, de ces différentes technologies, qui vont permettre de trouver le bon mix de technologies, adapté à un cas d'usage industriel, adapté à l'environnement qui vous est propre, pour pouvoir déployer des solutions drone de manière très simple et qui soient performantes. Cela passe aussi par les types de capteurs qu'on peut mettre sur le drone. Alors, à la fois pour des besoins de localisation, des besoins de perception. Et on va nommer ici les lidars, les caméras intelligentes, alors caméras de profondeur ou caméras, autre type de caméra, les sonars, l'ultra-wideband, l'optical flow. Il y a beaucoup d'autres technologies qui existent et qu'on est capable de regarder. Et des capteurs aussi qui vont dépendre de vos besoins métiers. Les plus classiques sont des caméras haute définition, des caméras infrarouges, à partir desquelles, lorsqu'on prend plusieurs clichés, on est capable de recréer un environnement en 3D, on est capable de faire de la photogrammétrie et de calculer des volumes ou des surfaces. Mais on peut imaginer avoir des capteurs de pression, des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des lecteurs RFID, des lecteurs de code barre, comme on fait dans l'inventaire. Enfin, tout type de capteurs qui vont vraiment dépendre de vos métiers. Donc, il faut vraiment voir le drone intérieur comme une plateforme qu'on est capable de customiser en fonction de vos besoins qui sont spécifiques par rapport au cas d'usage que vous ciblez. Et c'est là où Squadron System a développé depuis 6 ans maintenant une méthodologie de conception itérative qui va permettre d'accompagner nos clients depuis l'identification d'un cas d'usage, formaliser ce cas d'usage, le spécifier, établir des preuves de concept, puis des prototypes, itérer sur les prototypes en s'immergeant avec les équipes opérationnelles, de manière à valider le cas d'usage, valider la valeur apportée par le drone, valider le business case et le retour sur investissement, pour pouvoir ensuite rentrer sur une phase plus industrielle où on va certifier le produit, fabriquer le produit en grand nombre et le déployer, vous accompagner dans le déploiement de ce type de solution. Voilà, ce dernier slide termine la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui. Nous sommes là pour vous écouter. On est vraiment ouvert à tout type de cas d'usage industriel intérieur. Et on est là pour vous aider à comprendre comment votre industrie et vos process industriels peuvent être optimisés en utilisant des technologies drones. Ou bien on aura la réponse à travers des plateformes qu'on a déjà développées et on pourra vous apporter une réponse rapide, ou bien on aura des éléments de réponse parce que votre cas est un peu plus complexe et on pourra vous accompagner sur comment faire mûrir ce cas, comment faire des preuves de concept ou des prototypes, ou bien des solutions existent déjà chez d'autres sociétés et comme on n'a pas la prétention de vouloir réinventer ce qui existe déjà dans le marché, on saura vous conseiller sur le type de solution qui existe dans le marché. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on peut passer maintenant à la phase de questions-réponses.
Alors, je crois, Antoine, qu'on a des questions dans le chat. Alors, une question de François qui dit coût humain versus coût machine. Vous dites que le coût machine est supérieur. Au départ, tous les business plans laissaient entendre que le coût machine serait moins cher. Alors, je dirais que ça dépend vraiment des différents cas d'usage. Mais si on. Dans le coût humain ou dans la composante coût humain, il y a plusieurs éléments. Il y a le taux horaire qui va intervenir. Le taux horaire va dépendre des pays et va dépendre des industries dans lesquelles on va regarder. Il y a le nombre de personnes, donc le nombre de moyens humains que vous allez mettre et la manière dont vous allez le mettre à disposition pour réaliser l'opération. Et le coût humain qui va être nécessaire pour pouvoir opérer le drone. Si je prends des exemples qu'on connaît bien, l'inventaire d'entrepôt aujourd'hui, vous avez mobilisé plusieurs dizaines de personnes, des nacelles élévatrices. Vous allez certainement faire appel à du travail temporaire, à des agences d'intérim, à de l'allocation de matériel, et tout ça sur un laps de temps assez restreint. Donc ça va vous demander en amont une préparation logistique pour pouvoir mobiliser tous ces moyens. Là où un drone peut être 10 fois plus rapide, supervisé par une seule personne. Et finalement, le gain de coût va se faire surtout sur le gain de temps pour opérer l'opération par rapport au temps nécessaire pour réaliser par des personnes. Le coût de la machine, le coût du drone va effectivement être représenté un investissement qui sera amorti. Et ça, on dimensionne en général les business cases et surtout sur tous les cas d'usage qu'on voit, on a un retour sur investissement qui est de l'ordre de 18 mois par rapport à l'investissement initial qui est considéré. Donc, une autre question de Nicolas de Serpère. Vous mentionnez des drones autonomes et de nombreux cas d'usage présentés sont sur des drones pilotés. Fournissez-vous cette brique d'IA intégrée au drone afin d'évoluer de manière totalement autonome? Alors oui, notre vision au sein de Squadron System, c'est qu'on croit au drone comme outil industriel et qu'une des conditions pour que ce soit utilisé comme un outil, c'est sa simplicité d'utilisation et sa simplicité dans la capacité à naviguer. Donc à naviguer de manière autonome. Nous ne concevons au sein de Squadron System que des solutions autonomes. Donc, on a mentionné le drone inventaire tout à l'heure, donc qui fonctionne de manière autonome. Vous avez toujours un superviseur qui va autoriser le décollage du drone et ensuite le drone réalise sa mission. Sur de l'inspection de machine aujourd'hui, c'est la même chose, c'est que le drone est capable de reconnaître la machine, de tourner autour, d'effectuer une mission d'inspection par rapport à ce qui est demandé. Sur du transport par drone, là aussi, ça va être supervisé par un système qui va guider le drone d'un point A à un point B sans intervention humaine. Donc on est vraiment sur de l'automatisation de vol. Par contre, on aura toujours la présence d'un superviseur qui sera une personne humaine qui pourra à tout moment reprendre le contrôle sur le drone, interrompre la mission, le mettre en vol stationnaire ou lui demander de s'arrêter pour des besoins de sécurité. Ne sont pas forcément des briques d'IA, mais voilà, des briques de fusion de données capteurs qu'on va qualifier en fonction du cas d'usage précis. Donc, autre question de Wang Lehui. En indoor, on peut imaginer qu'on puisse installer des câbles, des filins ou des caméras, des capteurs puissent être programmés et déplacés facilement, non. Donc, dans quel cas les drones apportent un gros plus? Les drones apportent un. Alors, effectivement, en environnement intérieur, on pourrait imaginer. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est sur celui du centre de traitement du tri de déchets, où il y avait un total de 40 moteurs à inspecter pour ces tapis convoyeurs. La première question qu'on avait posée, effectivement, c'était de dire pourquoi ne pas mettre des caméras infrarouges, des caméras thermiques face à ces moteurs, comme ça vous avez les informations, il n'y a pas besoin de faire voler un drone. Déployer 40 caméras thermiques en face de chaque moteur, ça suppose de pouvoir trouver un point d'accroche pour la caméra, de l'alimenter en alimentation électrique, d'avoir un câble réseau pour pouvoir remonter les données. Et finalement, c'est beaucoup d'infrastructures à déployer qui ne justifiaient pas le retour sur investissement. De la même manière que je disais, pour déployer une infrastructure fixe pour permettre l'utilisation de drones autonomes,
va souvent conduire à un ROI qui est trop long et ne va pas être justifiable pour pouvoir réaliser l'investissement. On va s'attacher à des solutions qui ne vont pas nécessiter d'infrastructure pour pouvoir utiliser le drone. Et donc, dès que vous avez du travail en hauteur, du travail sur des grandes surfaces, avec le besoin d'aller voir différents points de vue, le drone peut apporter une solution qui sera plus efficace par rapport au déploiement d'une solution fixe. Notre question de Hubert Béranger du Cluster Safe. Merci Hubert d'être présent. Pouvez-vous refaire un état des lieux sur technolocalisation suivi indoor? Le GPS ne fonctionne pas toujours. Alors oui, effectivement, c'était le slide, celui-là que j'avais montré. Et ça, on aura plaisir d'en discuter plus en détail en fonction de vos cas d'usage. Mais aujourd'hui, il existe un certain nombre de technologies qui peuvent être des capteurs unitaires, qui peuvent être des briques technologiques. Donc, on a sur les capteurs unitaires des capteurs qui vont permettre de percevoir l'environnement. Donc, ça peut être du LiDAR, ça peut être des sonars, ça peut être des caméras de profondeur, ça peut être du time of flight. Des infrastructures de localisation qui peuvent être de l'ultrason, qui peuvent être de l'ultra-wideband. Toutes ces technologies permettent en fait d'avoir une certaine efficacité en termes de précision de localisation et permettent de répondre à certains besoins, mais peuvent avoir aussi des contraintes en termes de précision de localisation et des contraintes en termes de déploiement d'infrastructures. Et notre vision, et ce qu'on développe chez Squadron System, c'est justement la fusion de ces différentes technologies pour pouvoir déployer une solution simplement, sans infrastructure, qui permette le vol autonome. Alors, Nicolas de Cerber dit « Nous accompagnons les fabricants de drones pour rendre autonome leur solution. » Donc oui, nous fournissons des briques. Ah non, c'est Clément qui répondait. Autre question. Alors, concernant la géologue indoor, si le système est équipé de Wi-Fi, la triangulation peut donner de bons résultats. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a regardé sur des technologies radio pour le positionnement. On a regardé tout ce qui est ultra-wideband, ultrason, Bluetooth. Ce sont des choses qu'on sait mettre en œuvre et qu'on a équipé sur certains de nos drones. Le Wi-Fi, on ne l'a pas regardé, mais on aura plaisir à regarder ça. Question de Eric qui dit « Une infrastructure fixe additionnelle, c'est une maintenance en plus. Il n'y a pas que le coût de mise en place. » Effectivement. Et c'est bien pour ça qu'on s'attache à déployer et trouver des solutions pour déployer des solutions sans infrastructure fixe. Parce que notre croyance et notre vision chez Squadron System, c'est de pouvoir développer ces solutions drones autonomes en limitant au maximum les investissements initiaux et les investissements sur l'infrastructure. Alors, autre question de François, les coûts de production restent importants, voire plus importants que ces dernières années. Comment expliquez-vous ça? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, François, si c'est les coûts de production de drones ou sur les process industriels des clients. Je vous laisserai la préciser. Autre question. Hop. Alors, je balaye les questions pour voir un petit peu celles qui... Alors, question de Marc, dans le cadre des drones inventaires, quel challenge rencontrez-vous? Pourquoi ce système n'est pas plus largement déployé? Le site internet IC et YouTube ne font mention que de quelques exemples, SNCF, L'Oréal, FM Logistique. On a des personnes du groupe Hardis qui sont présentes, donc qui pourront prendre contact avec vous et vous donner plus d'informations. Le drone inventaire reste une innovation récente. Il y a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, une trentaine de sites qui sont déployés, qui sont des sites qui utilisent des solutions qui ont permis de mettre au point la solution, qui l'utilisent de manière quotidienne et opérationnelle. Et l'idée, c'est de pouvoir déployer ça à plus large échelle. Une question de Arthur Passy. Prévoyez-vous de travailler dans le futur sur les drones maritimes ou dans le milieu marin? Alors, au sein de Squadron System, on s'attache aujourd'hui, on se concentre essentiellement sur les drones aériens. Par contre, on voit de plus en plus d'intérêt à travailler sur de l'interaction entre des drones aériens et des robots terrestres ou des robots maritimes. Notamment parce que un des challenges sur les drones aériens, c'est sa capacité de vol en termes d'autonomie de vol.
Vous avez aujourd'hui des solutions, on a travaillé sur quelques solutions comme ça pour la DGA, où on peut alimenter un drone par une station sol et on peut interagir entre le véhicule au sol et le drone pour pouvoir avoir de l'autonomie dans le temps de vol et toujours avoir un certain degré de liberté dans le mouvement. On est en train de regarder la même chose sur les zones maritimes. C'est comment déporter un point de vue aérien à partir d'un bateau, qui peut être un bateau piloté manuellement ou un drone maritime. Donc ce sont le genre d'interaction avec les drones marins ou les drones terrestres qu'on regarde. Voilà, je crois avoir écoulé toutes les questions sur le chat, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Eh ben, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre temps. On est vraiment ici pour vous aider à travailler sur vos cas industriels concrets que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées ici, antoine.level@squadron-system.com. On vous enverra un petit mail avec le replay du webinaire et j'aurai plaisir, et mes équipes auront plaisir à pouvoir discuter avec vous sur vos cas d'usage. À très bientôt. Au revoir.